Université Sartillement de Liège, en Belgique. Vous êtes co-rédacteur de l'avant-projet de constitution. Première question, en quelle qualité l'étiez-vous ? En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis ? En grande partie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau. On a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc, on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, donc adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements ? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque ? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi ? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit ? Faire la même chose ? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC ? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour le clan, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions ne pouvant pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution ? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne veut plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe
qui a comme objectif le pouvoir. Et alors, il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adapté au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. Mais qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent le même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le président. Le président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question, elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions,
Je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la main mise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte ? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel ? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui ? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Oui. Le président de la République annonce qu'il va nommer un informateur, oui, alors que le Premier ministre est en place. Oui. Est-ce possible ? Voilà, c'est une grande question. En lisant les textes, j'ai l'impression, en analysant les textes et aussi en faisant allusion à ce qu'on est en train de vivre, par exemple hier, le Premier ministre a été reçu par le Président, je peux vous dire que ce n'est pas possible de pouvoir nommer un informateur dans le contexte tel que nous vivons aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de... Parce que le Premier ministre est toujours en fonction. Parce que le Premier ministre est toujours en fonction, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que le président, comme vous le savez, statue par ordonnance. Alors, s'il statue par ordonnance, il doit sortir une ordonnance qui doit nommer un informateur. Mais il ne peut le nommer que s'il n'y a plus le Premier ministre. Alors, s'il n'a plus le Premier ministre, ça veut dire à ce moment-là, il peut essayer de le faire, mais il faut une chose, quand même une condition sine qua non, c'est que cette ordonnance doit être signée par le Premier ministre. Alors, dans le contexte actuel... L'ordonnance nommant l'informateur doit être signée par le Premier ministre qui n'est plus en fonction. Oui, qui n'est plus en fonction, puisque tout simplement, il n'y a pas, dans le cadre du système congolais, on n'a pas mis véritablement un système d'affaires courantes. Pourquoi on n'a pas mis le système d'affaires courantes ? Simplement parce que, je reviens encore au contexte, on était dans une situation de guerre en disant de manière claire, il ne faut pas que les politiques, les animateurs, les décideurs, soient dans une situation d'infragilité. Et donc, s'ils sont dans une situation de fragilité, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il peut décider ? Il ne peut pas décider. Alors, on a coupé court. OK, quand ils sont là, ils décident, ils fonctionnent jusqu'à ce que le suivant arrive. Je vois l'article 79, alinéa 3. Oui. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er. Oui. Le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci, met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Donc, autres que celle-ci... Oui. Sont contresignés par le Premier ministre. C'est ça. Donc, pour que le président Tshisekedi nomme un informateur, même s'il a démissionné, puisqu'il n'y a pas d'affaires courantes, oui, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba doit signer cette ordonnance. Effectivement, on doit signer cette ordonnance sur base donc, de l'article 78 combiné à l'article 79. Et donc, toutes les ordonnances du président de la République, autres que celles qui sont spécifiées par cet article, doivent être signées par le Premier ministre. Même... pour aller même au-delà, toute une série d'actes qui doivent être posés par le président dans le cadre de même, par exemple, la dissolution du Parlement, c'est la même chose. Toute une série d'actes comme ça sur lesquels il est indispensable de pouvoir avoir le contreseing du Premier ministre. Le président de la République a annoncé un informateur. Oui. Il ne sera pas en mesure de le faire, donc c'est ce que vous dites. Dans le contexte actuel, au moment où on se parle, il ne saura pas le faire. Oui, soyez plus précis. Dans le contexte actuel, quel est ce contexte actuel ? C'est-à-dire que nous avons un Premier ministre qui est en fonction, il est en fonction, et je vous rappelle aussi que le Premier ministre ne dépend pas, comme je vous l'ai expliqué, du Président. Il tire sa légitimité de l'Assemblée. Et donc c'est l'Assemblée qui doit normalement le démissionner. Et si l'Assemblée ne démissionne pas, lui, il peut de lui-même démissionner. Et donc il y a ces deux possibilités. Donc oui. Aujourd'hui, le président, pour qu'il nomme un informateur, si le Premier ministre ne refuse de démissionner, il devrait pouvoir le faire destituer à l'Assemblée nationale et il n'aurait aucun autre moyen pour nommer son informateur. Il n'y a pas d'autre moyen. Démissionner, que le Premier ministre démissionne, ou bien il est démis par l'Assemblée nationale. Et s'il est démis par l'Assemblée nationale, oui,
il devra quand même signer il devra quand même signer l'ordonnance nommant l'informateur. Il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser, puisque à ce moment-là, il est déjà démissionnaire. Est-ce que en 2011... C'est une obligation constitutionnelle. Parce qu'en 2006, il n'y a pas eu d'informateur. Mais en 2011... Si. En 2006, il y a eu un informateur qui s'appelait Antoine Gizenga. Ah oui, qu'il était informateur et formateur. Informateur, voilà. Oui, mais en 2000, est-ce que... il n'y avait pas de Premier ministre avant. Avant, oui. Mais en 2011, est-ce que à la désignation de l'informateur Charles Mwandonsima, Adolphe Muzito avait signé l'ordonnance En 2012, donc les élections ont eu en 2011, donc en 2012, le président Kabila nomme un informateur, l'honorable Charles Mwandonsima, par ordonnance, contresignée par le Premier ministre Adolphe Muzito. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc double condition pour la nomination d'un informateur. Exactement, oui. Le président parle de dissolution. Il évoque des problèmes entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Il faut préciser que la dissolution, c'est en cas de crise persistante entre le gouvernement, dont le président ne fait pas partie, et l'Assemblée nationale. Est-ce que le président, dans les conditions qu'il a énumérées dans son discours, peut dissoudre cette Assemblée ? Là, je crois que la jurisprudence est très claire. Même la jurisprudence internationale, elle est très très claire. C'est-à-dire que le problème, c'est entre le gouvernement et l'Assemblée. Le fait par rapport aux prestations de serment, de mon point de vue, ça ne justifie pas une crise persistante. C'est bien écrit persistante. Oui, mais la crise persistante, c'est au président à la définir. Non, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de blocages entre le Parlement et le gouvernement. Par exemple, des propositions du gouvernement qui sont tout le temps rejetées. Les projets du gouvernement qui sont tout le temps rejetés par le Parlement, les interpellations intempestives, par exemple aussi, on a le cas du budget par exemple, là c'est un signal fort, si un gouvernement vient avec un budget et que le budget n'est pas adopté par le Sénat, de manière très claire, nous sommes vraiment, et que le président de la République veut que son budget soit adopté par l'Assemblée, là effectivement on est dans une dynamique de crise persistante. Donc si le budget n'avait pas été adopté, on aurait pu parler de crise. Ah oui, c'est de manière très claire, sans ambiguïté, parce que sans budget, l'État ne fonctionne pas. Et donc on serait parti dans des 12e provisoires. Et là, de manière très claire, ça c'est une crise de manière claire qui est persistante du fait que ça empêche même, parce que nous sommes en session budgétaire qui doit se terminer le 15 décembre, là, de manière très claire, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes bien dans un environnement africain. Oui. Cela, je suppose, impacte sur le raisonnement des uns et des autres. Oui. Le président de la République n'a donc pas plus de pouvoir que le Premier ministre. Les deux ont beaucoup de pouvoir. En fait, il faut réfléchir chaque fois en termes de binôme. Les deux ont beaucoup de pouvoir. Lorsque vous singularisez le Premier ministre, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Lorsque vous singularisez le président, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais lorsque vous les mettez ensemble, ils ont beaucoup de pouvoir. Qui peut est-ce que le président peut avoir un impact sur le Premier ministre ? Difficilement. Et le cas actuel le montre et le démontre de manière très claire. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, que ce sont des aspects sur lesquels il est important peut-être de pouvoir revenir, pouvoir redéfinir le régime politique, pour pouvoir réaménager et même peut-être, parce que la plupart des gens que je suis en train d'entendre, la fonction du président de la République telle que on la conçoit dans l'imaginaire collectif congolais. Je m'excuse, ce n'est pas cette imaginaire qu'il y a dans le texte. Sauf s'il a la majorité à l'Assemblée. Sauf s'il a la majorité et qu'il sait mettre en place des hommes pour contrôler l'essentiel de toutes les institutions que je viens de vous énumérer, pour lesquelles il y a nécessité de collaboration. Ce qui fut le cas avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut se retrouver dans la même situation. On parle de renversement à l'Assemblée nationale. S'il veut pouvoir atteindre ce but, il doit absolument, si majorité il a, destituer le Premier ministre. Tant qu'il ne l'aura pas fait, rien ne sera possible. Si du côté du gouvernement, il ne bouge pas, il faut travailler du côté de l'Assemblée. Il faut travailler du côté de l'Assemblée, c'est-à-dire arriver à renverser au niveau de l'Assemblée. Et de mon point de vue, arriver à renverser au niveau de l'Assemblée, puisque les discussions liées de manière très claire au gouvernement sont liées aussi au bureau.
de l'Assemblée. Et donc, il est indispensable, s'il veut travailler sur l'Assemblée, de commencer par le bureau. D'où peut-être les discussions qu'il y a sur les motions sur le bureau de l'Assemblée. Puisque le bureau de l'Assemblée va de pair avec le gouvernement, puisque comme vous le savez, il faut qu'il y ait, comme je l'ai expliqué, s'il veut avoir la main mise sur ça, il faut qu'il ait un bureau qui soit de son obédience politique. Et pour ça, il doit arriver à renverser au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, on voit le timing. On reste dans la Constitution. Oui. Aujourd'hui, on voit le timing. Si tout démarre aujourd'hui, la prochaine session parlementaire, c'est en mars. Oui. Est-ce que vous pensez que cette crise actuelle pourra permettre à la désignation d'un Premier ministre avant la fin du premier trimestre 2021 ? Donc là, c'est ça la difficulté des fois que l'on a quand on n'essaye pas de voir les décisions que l'on veut prendre en fonction d'un calendrier dicté par les textes avec les délais. Supposons que le 15, le Parlement termine sa session budgétaire. On nomme un informateur, on arrive, entre guillemets, j'imagine, on arrive d'une façon ou d'une autre à avoir un informateur. L'informateur, il est là pour un mois et renouveler, etc., etc. Bon, je dois vous dire que la constitution, effectivement, de cette nouvelle majorité doit être constatée au Parlement. En fait, c'est le Parlement qui doit valider pour être sûr qu'on a effectivement une nouvelle majorité, parce qu'il faut changer le bureau et puis changer les commissions, etc., et tous les différents postes qu'il y a au niveau du Parlement. Et en fonction de ça, vous avez la même couleur, plus ou moins, avec le gouvernement. Donc, si on calcule, ça fait 15, le Parlement n'est pas là, jusqu'au mois de mars. Encore faut-il entre-temps aussi, ça c'est très important de le dire, que le bureau du Parlement collabore. Oui. D'où peut-être la guerre actuelle d'avoir un nouveau bureau avant la fin de la session. Exactement. D'où peut-être ça qu'on peut comprendre et analyser de cette façon-là. Donc la guerre du bureau a son importance. Dans ce contexte, la guerre du bureau a toute son importance. En fait, la guerre du bureau a toute son importance. Je vais même aller plus loin, M. Le Sakwen, pour que vous compreniez. Même si on n'y arrive pas, par exemple, et qu'il y a un informateur, et que on sait qu'on peut faire, la Constitution le prévoit, même le règlement de l'intérieur le prévoit, que l'on peut avoir une assemblée extraordinaire, une session extraordinaire. Bon, la session extraordinaire est demandée par le bureau, la moitié des députés, le gouvernement et le président de la République. Mais malheureusement, la Constitution dit peu. C'est pas une obligation. Donc le bureau, s'il n'est pas la couleur du président et dans le même entendement que le président, peut dire nous ne nous réunirons pas. Nous ne voyons pas l'objectif de pouvoir avoir une session extraordinaire, et donc on reste à le statu quo. D'où l'importance du combat actuel du changement du bureau. Ça se comprend assez aisément que l'enjeu actuel se focalise au niveau du bureau de l'Assemblée. Revenons sur les délais. Oui. Si un formateur il y a, après l'émission du Premier ministre, après sa mission d'information, on peut attendre un Premier ministre, si nouveau Premier ministre il y a, au bout de quelle échéance? 2, 3 mois? À mon avis, 4 à 6 mois. Et 4 à 6 mois, on peut compter, mais remettre les 4 à 6 mois sur, encore une fois, l'échelle de la politique congolaise pour pouvoir mettre en œuvre une politique véritablement avant les élections de 2023, ça n'est pas possible. Parce que je peux encore vous donner un autre élément. C'est que si on part aux élections sans changer le cadre de la loi électorale, je doute fort que le parti politique UDPS arrive à avoir la majorité au niveau du Parlement. Pour la bonne et simple raison que la formule électorale, telle qu'elle existe dans la loi actuellement, n'est pas favorable à ce qu'on appelle les partis centraux. Mais elle est favorable à ce qu'on appelle les partis pluriels, c'est-à-dire les regroupements. Puisque tout simplement, avec la proportionnelle, avec l'application de la règle du plus fort reste, fait en sorte que... avec le siège. Et avec le siège. Le seuil, pardon. Le seuil. Et avec les seuils, fait en sorte que on éparpille, on a l'éparpillement. Et l'éparpillement n'est pas favorable à l'UDPS. Et donc, sans changer aussi le cadre des élections, les réformes dont on parle, l'UDPS n'aura pas la majorité absolue, n'aura pas la majorité au niveau du Parlement. Donc pas de Premier ministre, pas de gouvernement dans les 3 à 6 mois, et donc toujours ce même gouvernement FCC cash. Autre question, celle qui semble pour le FCC la plus logique, la cohabitation.
la cohabitation se déroulerait comment ? Là, ce serait, encore une fois, je pense que le Congo n'a pas besoin de mériter une cohabitation dans le contexte actuel avec tous les enjeux qu'il y a, Covid, guerre à l'Est, crise économique, etc. Cela veut dire, grosso modo, que l'essentiel du travail va être concentré uniquement sur comment arriver à prendre une décision. Alors cela, vous allez perdre et beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, et malheureusement, le résultat, dans le cas de la cohabitation, c'est le plus petit dénominateur commun entre les deux. Ça veut dire, grosso modo, c'est que le Premier ministre va vouloir, par rapport à ce que le président va vouloir, ils vont se mettre à discuter pendant des jours et des jours pour arriver à un tout petit qui va être satisfaire l'un, satisfaire comme l'autre. Et donc là, ce n'est pas le pays et la population qui en profitent. Et donc là, on aurait véritablement un problème. On aurait une espèce de lenteur au niveau de la prise de décision, et les enjeux qui sont actuels au niveau du Congo risquent de surpasser ça, et nous risquons d'arriver dans une instabilité, de mon point de vue, qui va être vraiment très avoir des conséquences vraiment très néfastes pour la population civile. Monsieur Bob Kabamba, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes dans une crise politique, aujourd'hui on peut le dire. Oui. Sommes-nous aussi dans une crise institutionnelle, juridique ? Là, pour l'instant, on n'est pas dans une crise institutionnelle. D'accord ? C'est-à-dire, pour qu'on ait une crise institutionnelle, que les institutions prennent des décisions qui vont à l'encontre d'une autre institution. Et que ces deux arrivent à ne plus, entre guillemets, collaborer et ne plus arriver à s'en sortir. Là, on est dans une crise institutionnelle. Pour bien clarifier, c'est-à-dire que si le bureau, avec ce qui est en train de se passer pour changer le bureau de l'Assemblée, le bureau reste, ça n'a pas changé, et qu'après le fonctionnement, le bureau, le Parlement commence à prendre des décisions de son côté, le président de la République, chef de l'exécutif, prend des décisions de ce côté, les ministres prennent des décisions de leur côté, là nous sommes dans une crise institutionnelle. Cela risque d'arriver tel qu'on est embarqué ? Malheureusement, je pense que ça risque d'arriver. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à face. Rediffusion dimanche soir et lundi.